comme un chien, dit-il. Et c'était comme si la honte dut lui survivre. C'est d'une brutalité absolue, cette phrase. Terrifiante. C'est la toute dernière pensée de Joseph K., le personnage principal, au moment même où deux hommes viennent de lui enfoncer un couteau de boucher, en plein cœur. Dans une carrière abandonnée en plus. Oui. C'est la conclusion, si on peut dire, d'un an de procédure judiciaire complètement folle. Une exécution sans verdict, sans même savoir pourquoi. Et ce qui est glaçant, c'est ce mot, la honte. Exactement. Ce n'est pas de la colère, ni un sentiment d'injustice. C'est la honte. C'est comme s'il avait, au fond, fini par accepter sa propre dégradation, par croire qu'il méritait ça. C'est pour ça que le procès de Franz Kafka, qui a été publié en 1925, ce n'est pas vraiment un roman sur une simple erreur judiciaire. Non, pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est une plongée angoissante dans l'absurdité, face à un pouvoir qu'on ne comprend pas, une administration qui vous broie, et ce sentiment terrible de se sentir coupable sans savoir de quoi. C'est tout à fait ça. Kafka, il imagine un monde où la logique n'existe plus. Un homme est accusé et cette accusation devient toute sa réalité. Et chaque effort qu'il fait Pour se défendre, ne fait que l'enfoncer encore plus. Il s'enfonce dans les rouages d'une machine invisible toute puissante. alors, au cours de notre discussion, on va suivre ce parcours de Joseph K., de son arrestation complètement surréaliste jusqu'à sa fin tragique. On va essayer de décortiquer les moments clés. Et je pense qu'à chaque étape, on peut se demander comment on réagirait, nous. Parce que la force de Kafka, c'est de nous montrer à quel point la frontière entre la raison et la folie est bien très mince, quand les règles du jeu sont truquées. Alors, tout commence le jour du 30e anniversaire de Joseph K. C'est un homme qui a une bonne situation, fondé de pouvoir dans une banque, une vie bien réglée. Très rationnel, oui. Et ce matin-là, premier détail qui cloche. La cuisinière ne lui apporte pas son petit déjeuner. C'est le tout premier grain de sable. Et à la place, deux hommes entrent dans sa chambre. Et ils lui annoncent, avec un calme mais déconcertant, qu'il est en état d'arrestation. Voilà. Mais c'est là que tout devient absurde. Ils ne disent pas pourquoi, ni au nom de qui. Et surtout, ils ne l'emmènent pas. Non, c'est ça qui est fou. Il mange son petit déjeuner, il fouille ses affaires et ils lui disent « Bon, la procédure est lancée, mais vous pouvez continuer votre vie normalement. Allez travailler. » Aller travailler, oui. Donc il est libre physiquement, mais mentalement, il est déjà prisonnier. Mais attendez, une question que tout le monde se pose. Pourquoi il ne les met pas juste à la porte? Pourquoi il ne crie pas? Rien ne l'oblige à jouer leur jeu. C'est ça la clé de tout le livre. Il est paralysé, non pas par la force, mais par la simple affirmation de l'autorité. Ces hommes disent représenter la loi, et ça suffirait à le soumettre. C'est un citoyen respectueux des règles. Son premier réflexe, ce n'est pas la rébellion, c'est de chercher une explication logique. Le livre le dit bien. K vivait pourtant dans un état constitutionnel. La paix régnait partout. Il cherche déjà ce qu'il a pu faire de mal. Il accepte déjà l'idée de sa culpabilité. Exactement. Avant même de connaître l'accusation. Le piège est refermé. Et donc, peu après, il est convoqué pour un premier interrogatoire. L'adresse l'emmène dans un quartier pauvre, un immeuble sordide. Et le tribunal, il le trouve où? Dans un grenier, au milieu du linge qui sèche, des enfants qui jouent. On est loin de l'image de la justice, quoi. Complètement. Et ce décor, c'est déjà une forme d'humiliation. Ça lui dit « Voilà ce que tu vaux pour nous. Tu ne mérites pas mieux qu'un grenier sale. » Pourtant, à ce moment-là, K y croit encore. Il pense pouvoir se défendre avec la logique, la raison. Il se lance dans un grand discours. Oui, un discours enflammé où il dénonce la corruption, l'absurdité de tout ça. Il se sent fort, il pense pouvoir convaincre l'Assemblée. Et c'est là qu'il y a ce retournement. Le premier grand choc, oui. Il regarde de plus près et il remarque un détail. Terrifiant. Tous les gens dans la salle, même ceux qui semblaient l'applaudir, ils portent tous le même insigne. Tous le même insigne que le juge. Le public n'est pas un public, c'est le tribunal qui est partout. Et là, il comprend. Il s'écrie « Vous êtes donc tous, à ce que je vois, des fonctionnaires de la justice ». Moment glaçant. Il comprend qu'il est seul, qu'il n'y a pas d'instance extérieure. Le système est à la fois juge et partie. Un circuit fermé. Donc il change de stratégie. Il ne peut pas combattre de l'extérieur, alors il va essayer de l'intérieur. Et il engage un avocat, maître Huld. Et là encore, le lieu dit tout. Huld est un vieil homme, malade, toujours au lit, qui reçoit ses clients dans sa chambre. Dans le noir presque. Oui. Et il passe son temps à se vanter de ses contacts, de ses relations, mais sur le cas de K, il ne fait rien d'avancé du tout.
En fait, il ne l'aide pas. Il l'endort. Ça fait penser à ces situations où la solution qu'on vous propose fait en réalité partie du problème. C'est exactement ça. Cet avocat, c'est une fausse porte-sortie. Il ne cherche pas à gagner le procès. Il cherche à le gérer. Il neutralise la rébellion. Voilà. Il transforme la colère de K en une attente passive, dépendante. On le voit avec son autre client, le négociant Bloch, qui doit ramper littéralement à ses pieds pour avoir une audience. C'est l'image de la dégradation totale. K finit par comprendre que c'est une impasse. Il cherche ailleurs et entend parler de Titorelli, un peintre. On se dit, bon, un artiste, peut-être une autre perspective, mais non. Déception, encore. Il vit lui aussi dans un atelier misérable sous les toits. Toujours dans les greniers. Toujours. Et Titorelli, lui, c'est un initié. Il connaît le système de l'intérieur et il va expliquer à K les 3 issues possibles. Et là, c'est peut-être le passage le plus désespérant du livre. Alors, la première option, l'acquittement réel. Mais il lui dit tout de suite, oubliez, c'est une légende, personne ne l'a jamais obtenue. D'accord, donc ça c'est réglé. La deuxième option, L'acquittement apparent. Là, grâce à des relations, on peut obtenir une suspension du procès, ok, serait libéré, mais l'accusation reste là, en suspens. Une nouvelle arrestation peut arriver n'importe quand. c'est vivre avec une épée de Damoclès en permanence. C'est ça. Et la troisième option, L'atermoiement illimité. Ça consiste à maintenir le procès dans ses toutes premières phases, indéfiniment. Ne jamais le laisser avancer, le procès ne finit jamais. jamais. L'accusé n'est jamais acquitté, mais la condamnation n'arrive pas non plus. C'est diabolique. Aucune de ces options n'est une vraie solution. C'est le choix entre une angoisse permanente et une lutte sans fin. Qu'est-ce qu'on peut bien choisir dans cette situation? C'est une question terrible. Mais c'est ça le génie pervers de Kafka. Le système donne l'illusion du choix pour mieux vous épuiser. La pire prison n'est pas celle sans porte, c'est celle avec 1000 fausses portes qui vous consument. Il est donc complètement perdu. Et c'est dans ce désarroi qu'il se retrouve un jour dans une cathédrale, presque vide, sombre. Il a un rendez-vous, mais on sent qu'il cherche autre chose. Oui, peut-être une forme de réconfort. Mais chez Kafka, même la religion fait partie du système. Une voix l'appelle depuis la chair. C'est l'aumônier des prisons. Et au lieu de lui donner des réponses, il va lui raconter une histoire, une parabole. La fameuse parabole devant la loi. Une histoire dans l'histoire qui est sans doute la clé de tout le roman. Il lui raconte donc l'histoire d'un homme de la campagne. Il arrive devant une grande porte, la porte de la loi. Un gardien lui en barre l'accès. L'homme demande s'il pourra entrer plus tard. C'est possible, dit le gardien, mais pas maintenant. Alors l'homme s'assoit et attend. Il attend des jours, des années, toute sa vie. Ouais. Il vieillit, il perd la vue. Et juste avant de mourir, il pose une dernière question au gardien. Tout le monde cherche la loi. Comment se fait-il que pendant toutes ces années, personne d'autre que moi n'ait demandé à entrer? Et là, la réponse du gardien. Le gardien se penche, il lui hurle à l'oreille. Personne d'autre que toi ne pouvait pénétrer ici, car cette porte n'était faite que pour toi. Maintenant, je m'en vais et je la ferme. C'est une histoire incroyablement frustrante. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que l'homme est son propre geôlier? C'est toute la question. On peut y voir plusieurs choses. D'abord, l'homme est paralysé par l'autorité du gardien. Il ne sait jamais de passer, il ne remet jamais en question son pouvoir, il accepte les règles. Il accepte les règles sans même les tester. Le pouvoir du système, au fond, ne réside pas dans ses murs, mais dans notre consentement à jouer le jeu. La porte était peut-être ouverte, finalement. Donc, si la porte n'était faite que pour lui, c'est qu'il était le seul à pouvoir l'ouvrir. C'est une idée terrifiante. Oui, et pendant ce temps, dans la vie de K, le procès continue de tout détruire. Son travail à la banque, où il était si bon, en souffre énormément. Il est obsédé, distrait, il a perdu son identité. Avant, il était Joseph K, fondé de pouvoir. Maintenant, il n'est plus que l'accusé. C'est toute sa vie. Toute sa pensée est définie par cette accusation vide. Il a été complètement absorbé, détruit par le jeu. Et puis vient la fin. Le soir de la veille de ses 31 ans, 1 an, jour pour jour après son arrestation, 2 hommes viennent le chercher. En redingote, pas les gras. Et cette fois, il ne pose aucune question. Il ne résiste plus. Il les suit, docilement. Cette docilité, c'est la preuve de sa défaite intérieure. Il est épuisé. Il n'a plus la force. Il l'emmène dans une carrière,
à la périphérie de la ville. Là, il lui retire ses vêtements. Il l'allonge sur une pierre. Et l'un des hommes sort un long couteau de boucher. Dans un dernier geste absurde, il le lui tend, comme si K était censé se tuer lui-même, mais il n'en a pas la force. Alors, Alors, l'un lui tient la tête, pendant que l'autre lui enfonce le couteau dans le cœur, et le tourne 2 fois. Et c'est là qu'il a sa dernière pensée, celle par laquelle on a commencé. comme un chien, dit-il. Et c'était comme si la honte dut lui survivre. La conclusion logique. Le système n'a même pas eu besoin de le juger pour le condamner. Non. L'exécution est aussi absurde que l'arrestation. Et cette honte finale, ça prouve que le système a totalement gagné. Il a réussi à faire de la victime son propre bourreau moral. On a donc suivi cette descente aux enfers de Joseph K. Sa lutte, qui partait de la raison, n'a fait que le piéger davantage. Chaque tentative de comprendre a simplement renforcé les murs de sa prison. Et ça nous ramène à la parabole. Cette idée que la porte de la loi n'était faite que pour l'homme qui attendait. Ça laisse une question vertigineuse. En effet, si le pouvoir du système ne tenait qu'au fait que Joseph K. acceptait de jouer le jeu, aurait-il pu, le tout premier jour, simplement claquer la porte au nez des 2 hommes? Et refuser de jouer. Oui, aurait-il pu simplement se détourner et continuer sa vie? Et en pensant à ça, qu'est-ce que ce livre nous dit sur notre propre participation, parfois passive, aux systèmes absurdes qui peuvent régir nos vies, simplement parce qu'on n'ose jamais vérifier si la porte est vraiment verrouillée?